Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour cette 14e fenêtre ouverte de l'association Démos et Débats. Une heure un peu exceptionnelle aujourd'hui, mais vu l'emploi du temps de notre invité, c'est bien normal que ce soit un peu plus tôt que prévu. Je vous informe tout de suite que vous pouvez retrouver les 13 entretiens précédents avec notamment Dominique Méda, Nicolas Mathieu, Aurélie Filippetti, Louis Gallois, Caroline Forest, Jacques Weber, tous en intégralité sur notre chaîne YouTube Association Démos et Débats. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions dans le live et elles seront posées à notre invité vers la fin de ce direct. Notre invité, justement, c'est un invité exceptionnel qu'on remercie de nous accorder une heure de son précieux temps. Laurent Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes syndicaliste, secrétaire général de la CFDT depuis 2012 et depuis l'année dernière, président de la Confédération européenne des syndicats. Vous avez publié plusieurs livres. Le dernier en date, je vais juste le citer, c'est en 2019, Syndiquez-vous aux éditions du Cherche Midi. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, Laurent Berger, en parlant de cette enquête qu'a publiée la CFDT pour le 1er mai, hein, puisque pas de manif cette année forcément, une enquête sur la situation des travailleurs face au Covid-19. Et cette enquête montre que le télétravail est essentiellement réservé aux cadres. Alors, cette information met-elle au jour le fait qu'il y ait une coupure parmi les actifs français entre, d'une part, ceux qui auraient une situation déjà privilégiée, notamment sur le plan salarial, et qui peuvent télétravailler, et d'autre part, ceux qui continuent de travailler dans des situations à risque, parfois au contact du virus, et qui sont aussi les moins bien payés. Ce qu'il faut dire, c'est que cette crise, elle met en exergue ce qui, dans notre société, au sens général du terme, existait déjà précédemment comme inégalité. C'est-à-dire qu'elle les renforce d'une certaine manière. Et dans le monde du travail, il y a des situations évidemment extrêmement diverses. Selon qu'on puisse télétravailler, ce n'est pas réservé aux cadres, hein, ou selon qu'on soit contraint d'une certaine manière à exercer son activité professionnelle, son emploi en présentiel. Donc, moi, cette question, elle est à prendre avec des pincettes pour des raisons assez simples. C'est oui, il y a des réalités très différentes qui ont été vécues. Il y a trois grandes catégories de situations dans cette période pour les travailleurs. Il y a ceux qui sont exposés en présentiel, les soignants, mais aussi tous les autres sans qui les uns et les autres d'entre nous ne pourrions pas nous alimenter, voir nos déchets traités, avoir de l'énergie, de l'eau, etc., etc. Ceux-là, ils le vivent avec beaucoup d'angoisse. Il y a eu des situations différentes pour eux, hein, qu'ils soient protégés ou pas. Bon, évidemment, les soignants, c'est en exergue beaucoup plus que d'autres, mais tous, il y a ces salariés en présentiel. Souvent, ceux qui, dans cette crise, ont la plus forte valeur ajoutée sociale, mais qui, en même temps, dans l'échelle des salaires, de la reconnaissance professionnelle, etc., des classifications, sont souvent en bas de l'échelle. Et puis, il y a ceux qui sont en télétravail. Il n'y a pas que des cadres, mais il y a beaucoup de cadres. C'est-à-dire qu'on voit bien, notre enquête, elle démontre que beaucoup de cadres sont en télétravail et peu d'ouvriers. Le télétravail, ce n'est pas le bonheur permanent non plus. Pour certains, ça se passe dans des bonnes conditions, si on a un espace pour le faire, si il n'y a pas une pression accrue de l'employeur en termes de performance professionnelle, s'il n'y a pas non plus forcément à gérer l'éducation, l'école pour les enfants. Enfin, ça n'a pas été totalement simple non plus dans cette période. Mais c'est vrai qu'il y a une coupure. Il y a ceux qui sont en chômage partiel. Ils ne sont pas en présentiel, mais ils sont en chômage partiel. Pour eux, quand on est salarié d'une petite entreprise en chômage partiel, on perd de l'argent. Ceux-là, ils le vivent, d'après notre enquête, de façon très, très angoissée. Très angoissée parce que les fins de mois sont difficiles, là, maintenant, ça y est. Depuis fin mars, il n'y a eu qu'1 jour de chômage partiel, mais enfin, en avril, c'est une vraie réalité. Et puis, pour ceux qui n'étaient pas compensés, et puis, ils le vivent parce qu'ils ont peur, avec angoisse, ils ont peur de perdre leur emploi. Donc, oui, il y a des différences. Maintenant, si je disais que c'était compliqué comme question, c'est est-ce qu'on a intérêt à jouer là-dessus? Est-ce qu'on a intérêt à ce que le monde du travail demain reparte sur des bases d'opposition entre ce que certains appellent l'école blanc et l'école bleue? Non. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait plutôt une approche de réduction des inégalités dans le monde du travail et de reconnaissance professionnelle de travailleurs qui, dans cette période, ont une forte valeur ajoutée sociale. Mais c'est vrai, il ne faut pas le nier, c'est une réalité qu'il y a eu des différences de traitement
pendant cette période. Mais je vous rappelle que dans le monde du travail d'avant, il y avait ces différences de traitement, malheureusement. Et c'est un des engagements de la CFDT de faire en sorte qu'on n'oublie jamais ceux qui sont parfois un peu invisibles. Alors, vous en parliez, l'enquête montre que 30% des actifs français ont été mis en inactivité totale, donc soit via le chômage partiel, soit carrément l'arrêt de travail. Est-ce que le dispositif de chômage partiel était, selon vous, la bonne solution ou ne risque-t-elle pas d'appauvrir encore un peu plus une bonne partie des Français? À partir du moment où on fait le choix politique qui est fait, on n'est pas les seuls en Europe, pas les seuls dans le monde, de faire le choix de préserver des vies humaines par des contraintes individuelles et collectives. Donc l'activité, c'est de freiner. Moi, le syndicaliste et l'humaniste que je suis ne va pas râler du fait que ce qui a prévalu, ce soit plutôt la vie plutôt que la compétitivité économique, même si celle-ci est importante, c'est pas un gros mot. Et donc, il n'y avait pas 25 possibilités. C'est qu'à un moment donné, un certain nombre de productions s'arrêtent et de services s'arrêtent. Et dans ce cadre-là, on a suffisamment râlé en 2008-2009 au moment de la crise financière que la France n'avait pas utilisé, à contrario de certains de ses voisins européens, dont l'Allemagne, le chômage partiel, pour dire aujourd'hui, non, il ne fallait pas le faire. Le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert, quand je dis on, le gouvernement a ouvert grand les vannes. Donc, en termes de contrôle, il y a eu aussi des effets d'aubaine. C'est aperçu d'entreprises. L'exemple le plus marquant, c'est Amazon qui a demandé du chômage partiel. Heureusement, ça lui a été refusé. Mais on sait que d'autres entreprises, SFR par exemple, pour le citer, ne s'est pas embarrassé de dire à des salariés de se mettre en chômage partiel alors qu'il aurait pu les maintenir en activité. Donc, c'était plutôt la bonne réponse, même si elle a été tellement massive que sans doute il y a des effets d'aubaine. Si on ne fait pas ce type de réponse, quand dans les établissements hôteliers, ça s'arrête, les gens, si ça n'existe pas, c'est les États-Unis, c'est le chômage. Il n'y a plus d'activité, c'est le chômage. Donc voilà. Maintenant, la question, c'est comment on sort de ça progressivement. Ouais. Parce qu'il faut en sortir. Parce qu'on ne peut pas considérer que c'est à la puissance publique de payer les salariés des entreprises privées. On va y revenir dans un instant, Laurent Berger, mais en attendant, juste encore une question sur la crise encore actuelle avant de parler du déconfinement et de la reprise économique. Beaucoup de salariés dans cette étude relèvent le déficit d'information sur les risques sanitaires ou encore sur leurs droits professionnels pendant la crise. Est-ce que vous partagez ce constat? Et en clair, pour les salariés qui ont continué à travailler, y a-t-il eu de graves mises en danger ou ont-ils été suffisamment protégés? D'abord, oui, il y a eu une insuffisance d'information. Nous, on a été assaillis. On avait ouvert une boîte d'information pour les salariés, Covid-19 CFDT. Ça a été un afflux de mails auxquels on a répondu un par un qui était énorme. On a ouvert une foire aux questions avec des réponses très précises qu'on alimentait au fur et à mesure. On n'avait jamais eu autant de vues par jour sur notre site. Donc, il y a eu un moment donné d'angoisse sur qu'est-ce qui se passe, quels sont mes droits, etc. Sur le fait que est-ce que tous les salariés ont été protégés dès le départ, la réponse est non. Évidemment, elle est non. Est-ce que certains, mais est-ce que c'est une majorité ou pas? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on a pointé des défaillances, et notamment on en a pointé dans la distribution, et ce n'était pas un déficit d'information pour les patrons, parce qu'il y avait des entreprises, des enseignes de la grande distribution qui ont joué le jeu dès le départ en termes de protection, et d'autres qui ont joué, notamment les franchisés d'un certain nombre de marques, notamment une marque Leclerc qui se fait le défenseur des consommateurs en permanence, mais un peu moins des travailleurs. Et donc, à chaque fois, on a agi, on est intervenu, on a fait intervenir l'inspection du travail, mais il y a des salariés qui ont forcément été plus exposés. D'abord, il y a une prise de conscience qui a été assez tardive et progressive sur le besoin de protection. Donc, bien sûr qu'il y a des salariés qui ont été exposés au tout début, qui le sont sans doute dans certaines petites entreprises où on n'a pas pu encore pénétrer suffisamment, peut-être encore. Parce que on a eu très peu, mais on a eu quelques comportements de gens de patrons totalement inconscients du risque. Le gouvernement donc a annoncé, vous en parliez, le plan de déconfinement qui s'étalera dans tout le pays à partir du 11 mai. Estimez-vous que ce plan est à la hauteur des craintes des salariés, mais aussi de leur fatigue pour beaucoup? Moi, il y a un sujet sur lequel et ce n'est pas le sens de votre question, donc je vous en remercie, mais je veux le dire dès le départ, c'est sur la question sanitaire, je n'ai pas de compétences. Je ne suis pas médecin
et le peu d'expérience que j'ai fait dans mes études en sciences n'ont pas été bien loin et n'ont pas été concluantes. Donc, je me garderais bien de dire à quel moment, etc. Mais sur le déconfinement et la reprise d'activité, il y a quelques sujets qui sont soulevés. Le premier, il y a deux façons de concevoir les choses. Il y a une façon technocratique, en disant, c'est le guide qui a été réalisé ce week-end par le ministère du Travail, il faut que dans les entreprises, tout ça soit respecté au niveau sanitaire. Ce n'est pas inutile de dire aux entreprises, voilà ce qu'il faut faire. Mais à aucun moment, il y a le mot dialogue social aux représentants des salariés. Ce n'est pas possible. Ce qu'on traverse, ça a créé beaucoup d'angoisse. Donc, il va falloir recréer de la confiance. Si on veut recréer de la confiance, il faut écouter ce que disent les citoyens. Et il faut écouter dans les entreprises pour reprendre ce que disent les travailleurs, pour organiser différemment leur travail. Pour une raison simple, c'est eux qui sont les plus à même de savoir comment ils s'organisaient précédemment et comment il faudrait peut-être le faire bouger pour être moins exposé à des contacts, à des risques, à toucher des surfaces à risque, etc. Donc, sur ce côté-là, il y a une responsabilité d'appeler au dialogue social. Après, c'est quand même beaucoup les entreprises et les organisations syndicales qui doivent faire le boulot aussi. Donc, voilà. Il y a trois sujets ensuite qui sont compliqués. Il y en a un, c'est les protections individuelles. Cette histoire de masque nous met dans une situation très compliquée parce que entre les petites entreprises et les grandes entreprises, tout le monde n'en aura pas. Et puis, moi qui suis francilien maintenant, pour prendre les transports, lorsque vous partez pour la première fois pour rejoindre votre entreprise, si vous n'avez pas trouvé de masque, vous avez quand même un sujet. Donc, il y a la question des équipements individuels, de la protection individuelle. Et un autre sujet, c'est la question justement des transports. Il ne faut jamais avoir pris le RER ou le métro pour croire qu'on peut tenir de la distanciation physique de 1 mètre. Sauf à considérer, moi j'ai longtemps été en troisième station de début d'un RER, je pense qu'à ce moment-là, vous pouvez maintenir un siège sur 2. Mais quand vous êtes 2 stations plus loin, ça va être un peu plus compliqué. Donc ça, il y a un côté un peu techno, je le dis franchement. Le troisième, c'est l'histoire des écoles qui perturbe grandement. On a eu une réunion cet après-midi avec le ministère du Travail, toutes les organisations syndicales sont revenues là-dessus en disant « mais comment on fait ?» Alors qu'il est, on ne peut pas prévoir quels enfants vont avoir de l'école, comment ça va se passer, etc. Comment on fait pour gérer ça et quelle est la situation de salariés qui ne peuvent pas revenir au travail tout simplement parce qu'ils ont les enfants à la maison. Donc cette question-là est insuffisamment, je crois, est trop floue. Mais pour le coup, moi je vais vous dire, et j'ai plein de critiques à faire sur les uns et les autres, mais l'art est difficile en la matière. On ne peut pas juste considérer que les choses sont très simples. Les choses ne sont pas spécialement simples non plus. Ce qu'on traverse, aucun d'entre nous n'était totalement préparé à le faire. Mais soit on fait, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire, c'est les choix très technocratiques, très verticaux, auxquels ce gouvernement, malheureusement, depuis quelques années, nous a habitués, parce que ça ne recréera pas les conditions de prendre en compte des situations particulières. Mais de l'autre côté, il ne faut pas se défausser sur la responsabilité individuelle. Par exemple, sur les écoles, ça veut dire quoi de dire aux parents, c'est sur la base du volontariat. C'est quand même assez, alors je sais que c'est assez majoritaire comme opinion dans le pays, mais moi je vais vous dire, je trouve ça un peu choquant, parce que ça renvoie à une responsabilité individuelle qu'on n'est pas à même de pouvoir prendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un spécialiste de la santé, je ne sais pas si ma fille doit retourner au collège ou pas. Vous comprenez la décision de certains maires de ne pas réouvrir les écoles? Bien sûr, mais moi je crois que pour les écoles comme pour les entreprises, les conditions sanitaires peuvent être respectées et il faut le faire parce qu'il faudra bien repartir. Je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus pendant longtemps. Donc, cette question, elle se posera de toute façon à un moment donné. On ne peut pas, les conditions ne sont pas réunies, il faut repousser. Et là-dessus, ça paraît logique que puisqu'on pointe la responsabilité des maires, eh bien, la question soit posée. Après, il faut quand même avoir en tête que les inégalités, y compris sociétales, sont en train de se creuser et celles autour de l'éducation sont grandement en train de se creuser aussi. Comment, si on parle de manière très pratique, pourrez-vous vérifier branche par branche, secteur par secteur, que les conditions sanitaires optimales sont garanties pour les salariés? Et si elles ne le sont pas, comptez-vous entrer dans un rapport de force avec le gouvernement et ou avec les employeurs si vous vous rendez compte que ces conditions ne sont pas remplies? D'abord, il y a 2 cas de figure. Il y a là où on est présent syndicalement et là où il faudra faire ce travail social qui est syndical, qui est de contrôler que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Objectivement, on parle beaucoup de là où
où ça ne fonctionne pas, mais on a aussi beaucoup d'exemples, y compris dans votre région, d'entreprises où le dialogue social n'a pas toujours été facile. Je pense notamment à Grille Découpage, où ça a souvent été un vrai rapport de force, où ils ont plutôt, sur ce coup-là, joué le dialogue social et l'écoute des salariés et des représentants des salariés. Donc là, ce sera ce travail-là qu'il faudra faire, et lorsque ce ne sera pas fait, il faudra le dénoncer. Et puis, lorsque des salariés, là où on n'est pas présent malheureusement, nous alerteront pour dire nous, les conditions sanitaires ne sont pas retenues, ou ils pourront alerter aussi l'inspection du travail, il faudra mener ça. Mais dans les entreprises, oui, le rapport de force, au sens faire des contre-propositions, être capable de s'opposer à des décisions qui sont prises, s'exercera pleinement dans ce cadre-là. Mais j'insiste sur un point, pour le coup, on pourra revenir, on le fait régulièrement, de dire à l'État, à la ministre du Travail, telle entreprise dans tel endroit ne joue pas le jeu. On a fait intervenir l'inspection du travail plusieurs fois dans cette période, y compris en intervenant au niveau national. Mais la responsabilité, elle est quand même bien celle des chefs d'entreprise aujourd'hui. Elle n'est pas, on ne va pas pouvoir tout le temps considérer que c'est à Paris que devrait se régler la reprise d'activité de telle ou telle entreprise. Donc, c'est par le dialogue social. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est là, j'en viens notamment parce que j'en viens, mais dans les petites entreprises, où la réalité syndicale est très faible, là, il faudra être très vigilant. C'est un travail qu'on est en train d'organiser avec nos unions régionales. Alors, Laurent Berger, la loi d'urgence sanitaire qui a été votée il y a quelques semaines maintenant a permis de modifier certains aspects du Code du travail par ordonnance pour pouvoir organiser le pays face à la pandémie. Mais le gouvernement a refusé de prévoir noir sur blanc dans le texte une fin claire à ces mesures exceptionnelles. N'avez-vous pas peur que cela annonce une reprise économique qui se ferait au mépris du droit du travail? Je vous cite juste l'enquête qu'a publiée la CFDT qui confirme cette crainte. 53% des salariés du privé craignent une augmentation de leur temps de travail, 49% une dégradation de leurs conditions de travail, 47% une baisse de salaire. Est-ce que c'est le code du travail qui est menacé lors de cette reprise? Mais vous savez, lors de cette reprise, on va avoir trois choix. On va avoir le choix on repart comme avant, le modèle économique, le modèle les inégalités, et du coup, pour faire marcher la machine économique, comme ce sera une période plus difficile, on essaiera d'affaiblir un certain nombre de droits. Il y aura une autre option qui sera de vendre du rêve, de faire croire qu'il n'y a qu'à Faucon. Et là, il y a des gens qui savent le faire très très bien. Et puis, il y a le fait qu'il faut repartir sur un autre mode de développement et acter les choses davantage sur des logiques de qualité, de qualité au service de l'humain, plutôt que simplement des logiques de coût. Et les ordonnances qui sont prises, elles sont une forme de risque. Et je redis dans un entretien au Monde cet après-midi que tout ce qui concerne les droits sociaux, les libertés individuelles ou les libertés syndicales, il y a des dispositions en termes de liberté individuelle qu'on a pu tolérer, parce que c'est avec la santé. On est tous en train de se restreindre dans nos déplacements, mais ça doit avoir une durée de vie limitée. Et il n'y a rien qui peut être perpétuel. Il n'y a rien. Et sur les libertés individuelles, notamment, sur les droits sociaux aussi parfois, mais sur les libertés individuelles encore plus, ces dernières années, en reprenant une dernière décennie, pour des raisons parfois, si sur le moment étaient logiques, il y a eu une forme de recul parce que, et on n'est pas toujours revenu en arrière. Je pense notamment au moment où on a subi des attaques terroristes. Il n'y a pas toujours eu le retour en arrière. Donc, sur les droits sociaux, moi, je ne veux ni être celui qui veut dire tout c'est horrible, ça va demain revenir au Moyen-Âge, etc. C'est pas vrai. Je prends un exemple. L'ordonnance qui prévoit une durée maximale à 60 heures, on leur a dit hors de question que vous preniez un décret là-dessus. Ils étaient en train de le préparer, le gouvernement, sur les activités médico-sociales, notamment lucratives dans le secteur privé. On leur a dit si c'est ça, il y a le feu. Et ils ne l'ont pas fait. Donc il faut être extrêmement vigilant. Et la CFDT a un tableau de bord où elle a tout ce qui est dans les ordonnances, et on pointe régulièrement à quel moment on va interpeller l'État pour dire ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, ou ça ne doit pas se mettre en place, même si c'est prévu dans les ordonnances. Mais oui, il faut être vigilant. Le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment où ça est en tension, la question des droits sociaux, des droits individuels, des droits collectifs, des libertés individuelles, avec la question de la santé et de la sécurité. Donc, d'accord, de façon ponctuelle,
de faire valoir ça, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'est ce virus encore, on ne sait pas comment il peut, mais ça ne peut pas durer. C'est une évidence. Et sur les droits sociaux, je ne suis pas si inquiet que ça, si on est vigilant et surtout si le discours, il n'est pas de promettre de la sueur et des larmes demain. Je crois que ce qu'on vit aujourd'hui est une opportunité de repenser le travail pour demain. Sa place, son rôle, son articulation avec la vie personnelle. Donc, ça sera à nous d'être vigilants. Vous dites vouloir être vigilant, Laurent Berger, mais vous savez très bien ce qu'on dit de la CFDT en général et de vous en particulier, c'est que vous auriez renoncé au rapport de force avec le gouvernement et avec le patronat. Que pensez-vous de ce jugement et les compromis que recherche la CFDT ne sont-ils pas souvent des compromissions? Des compromis, j'ai pas entendu la fin. Les compromis que recherche la CFDT ne sont-elles pas parfois des compromissions? Non, mais ça, c'est un. Alors, compromis, compromission, c'est un vieux débat. Vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de société qui existe sans compromis. Parce que, d'ailleurs, à la fin, à la sortie, ces critiques-là glissent un peu, hein, je vais vous le dire franchement. Oui, mais je voulais Pour vous une poser raison la simple. question. Pour une raison simple, c'est que moi, je préfère le syndicalisme qui passe des compromis avec des avancées pour les salariés, mais fussent-elles partielles et insuffisantes, au syndicalisme des mains vides qui est parfois pratiqué avec des beaux slogans, mais qui n'a pas beaucoup d'écho. Vous savez, depuis le début de cette crise, on a obtenu que les chômeurs en fin de droit continuent à avoir leur indemnité versée. On s'est mobilisé pour une prime aux plus fragiles. Alors nous, on souhaite que c'est 250 € par personne par mois pendant toute la durée du confinement. Mais malgré tout, il y a eu un début de réponse grâce à notre action avec le collectif d'associations avec lesquelles on travaille. Il y a eu une prise en compte de travailleurs indépendants dans certaines situations. Donc oui, bon, tant pis, les critiques, c'est pas très grave. La sortie, elle va se concrétiser comment? Certains vont vouloir croire que les travailleurs vont pouvoir imposer leur vision en tout. Ça ne sera pas comme ça. D'autres voudraient qu'on reparte comme avant et que finalement, ce qui guide notre vision du progrès, ce soit la seule croissance économique. Ceux-là sont légitimement, on ne va pas se raconter l'histoire, plus forts. Pour différentes raisons, parce qu'ils ont entre leurs mains un certain nombre de centres de décision. Nous, on a intérêt à porter une vision qui est un rapport de force. Le rapport de force ne se limite pas à émettre des slogans et à faire des manifestations, même si on ne s'y refuse pas, nous aussi. Mais le rapport de force, c'est aussi la qualité des propositions qu'on est capable de construire. Et on est en train de sortir une alternative au mode de développement actuel pour dire voilà ce qu'on veut en termes de sortie. Et donc, moi, les critiques qui sont faites, je pense que personne n'aura la vérité à lui tout seul, et pas la CFDT non plus. Mais je pense que dans les dernières années, la confiance qui est faite par les salariés à la CFDT est quand même un petit marqueur. On peut considérer que les Français et les travailleurs sont des veaux, mais si on est démocrate, de toute façon, c'est quand même dans ces cas-là les veaux qui décident. Et en l'occurrence, ils ne le sont pas. Et ces dernières années, ils ont plutôt fortifié la CFDT dans les élections professionnelles. Donc, vous savez, moi, je crache jamais sur mes collègues, d'autres. Je ne crois pas à ça. J'ai qu'un ennemi, je vais vous dire franchement, c'est l'extrême droite. J'en ai pas d'autres. Pour autant, il faut assumer qu'on ne pratique pas tous le même type de syndicalisme. Alors, vous parliez de la reprise économique. Souhaitez-vous un plan de reprise massif et tous azimuts, notamment face à la peur d'une hausse du chômage et de nombreuses faillites dans les semaines à venir? Ou faut-il, selon vous, imposer des conditions aux entreprises pour toucher des aides de l'État? Il faut imposer des conditions. Ce moment-là, il est très grave parce qu'on ne va pas se réjouir que des salariés vont perdre leur emploi. Donc moi, je ne construis pas mon engagement militant depuis 35 ans sur le fait qu'il faudrait que ce soit plus miséreux encore pour pouvoir agir. Mais en même temps, ce moment-là, il nous offre une vraie opportunité. Et parmi les opportunités, vous savez, un des enseignements majeurs de la crise, c'est que les entreprises ont besoin de la puissance publique, que nous avons besoin de services publics qui aient les moyens de fonctionner. Et donc, il va falloir, puisque les entreprises, c'est parfois assez amusant d'entendre des responsables patronaux dire il faudrait encore poursuivre le chômage partiel et la prise en compte. Et ils ont raison de le dire, parce qu'il ne va pas falloir mettre les gens dehors. Mais puisque les entreprises ont besoin de la puissance publique est en droit de leur réclamer des comptes. Et dans les comptes, pour le plan de relance, moi, je me méfie de ce plan, de cette appellation plan de relance.
parce que ça voudrait dire relancer comme avant. Mais dans ce qui va être fait, ce qui doit être fait pour construire une économie beaucoup plus vertueuse, il y a des impératifs à poser aux entreprises en termes de justice sociale et réduction des inégalités et en termes de transition écologique. S'il n'y a pas autour de ces deux ambitions-là des conditions qui sont mises, on va repartir comme avant. Et quand je dis de réduction des inégalités, ça veut dire de contribution plus forte des entreprises au bien commun à travers la fiscalité. Il va falloir regarder très sérieusement où est-ce que l'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale se fait. Il va falloir regarder la répartition de la richesse à l'intérieur de l'entreprise, mais à l'intérieur de la chaîne de valeur, comment on traite les sous-traitants, etc. Donc oui, je pense qu'il faut faire une forme de contrôle social et politique des aides qui sont versées aux entreprises. Et vous savez, aujourd'hui, il y a eu la première réunion du comité de suivi des aides aux entreprises. Bien, jusqu'à dimanche, il n'y avait aucune organisation syndicale dans ce comité de suivi. Ça en dit long sur ceux qui veulent recommencer comme avant. On a réussi à les imposer, donc toutes les organisations syndicales en sont membres, mais maintenant, il va falloir qu'on fasse ce travail de contrôle. Vous parliez justement, vous évoquiez le financement de la reprise en évoquant des propositions concernant la fiscalité. Quelles sont précisément justement ces propositions? Ces propositions, c'est, vous savez, on a à la fois une crise de l'offre et la demande. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être très fin sur ce qu'on va aller chercher comme contribution des uns et des autres. Ça veut dire que taxer la consommation ou taxer le travail en ce moment, ça ne va pas être le truc le plus malin à faire. Quand on ne veut pas taxer le travail ou la consommation, il reste le capital, il reste le patrimoine. Donc moi, je crois que de ce côté-là, il faut que l'imposition du capital soit du même niveau que l'imposition des revenus des Français. Donc il y a des choses à faire sur l'imposition du capital, sur la transmission des hauts patrimoines. Ce n'est pas un truc populaire, parce que tous les Français considèrent que taxer le patrimoine, ça veut dire que moi, quand je vais mon pavillon banlieue ou pas, Saint-Nazaire ou ailleurs, le transmettre à mes enfants, je vais être taxé lourdement. Non, on parle des hauts patrimoines. Il y a aujourd'hui 10% de la population française qui a 50% du patrimoine immobilier. Donc là, et qui optimise les transmissions, etc. Donc là, il y a des ressources à opérer. Et puis, je crois que même si ça ne fait pas recette de la part chez beaucoup, la taxation d'un certain nombre d'entreprises qui se sont bien comportées économiquement, qui ont eu de la chance pendant cette crise, il va falloir le faire. On est en train, vous savez quand même que 50 ou 60% des visios de ce type sont organisés par des entreprises qui ne payent pas beaucoup de fiscalité d'impôts dans nos pays et en Europe. Donc, moi, je crois, je n'ai pas de peine à dire que c'est le moment pour stopper la sécession des riches dans notre société. Donc oui, il va falloir revoir ça. Il va falloir aussi un impôt sur le revenu beaucoup plus progressif. Et quand on touche 300 000 euros par an, on peut contribuer beaucoup plus à avoir une tranche d'impôt supplémentaire. Ça ne me paraît pas totalement indécent dans cette période. Et concernant les travailleurs qui ont été en première ligne, je pense évidemment notamment aux soignants, faut-il selon vous une revalorisation salariale, une amélioration des conditions de travail, alors que la crise a bien mis au jour les limites d'un système à flux tendu qui a conduit à la dégradation de leur situation ces dernières décennies? Vous savez, moi je le résumerai là, même si c'est par un slogan, c'est il va falloir considérer l'hôpital public comme une richesse et pas comme un coût. En 2015, quand j'avais écrit un livre, j'avais fait un chapitre sur l'hôpital en disant l'hôpital est au bord du burn-out. Et ils n'ont pas été là. Dans des conditions dégueulasses, avec un risque énorme, ils ont tenu le coup. C'est d'abord lié à un surinvestissement professionnel, qui est toujours, quand je visite un hôpital, qui est toujours pour moi une espèce de révélation de gens qui… Mais c'est plus supportable de considérer la santé publique et l'hôpital public comme un coût, comme une ligne budgétaire. Donc oui, il va falloir réinvestir dans la revalorisation salariale, dans la reconnaissance professionnelle. Je prends une catégorie dont on parle peu, les aides-soignants et les aides-soignantes. Aujourd'hui, ils sont catégorisés de la fonction publique. Ça fait des mois et des mois. On a manifesté pour ça depuis 2017-2018 pour réclamer qu'ils passent en catégorie B. Ils aient une autre progression, une autre grille salariale, une autre progression de salaire. Donc oui, il faudra le faire. Les primes, moi, je ne suis pas contre, évidemment. Mais les primes, ça ne peut pas être de la charité.
Donc maintenant, il va falloir une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance salariale, des reconnaissances des carrières, etc. Mais ça ne suffira pas si, dans le même temps, il n'y a pas davantage de professionnels à l'hôpital. C'est-à-dire que moi, ça nous avait toujours semblé totalement idiot de dire qu'il fallait que le taux d'occupation d'un hôpital soit on approche de 100% parce que d'occupation des lits. Ben non, justement, il ne faut pas qu'il y ait 100% d'occupation des lits pour une raison simple, c'est que le jour où il y a un truc qui arrive, c'est quand même plus facile si on a un peu de marge. Donc, il va falloir réinvestir massivement dans l'hôpital public et puis dans la vieillesse. Et je dis justement vieillesse. Je sais que ça choque, mais j'aime bien cette expression de Jérôme Gage qui dit bah, faut s'occuper de nos vieux. C'est pas un problème d'être vieux. Bah, j'en connais plein. Je pense pas à Jean-Louis Malice. Hein. Mais il faut s'occuper de nos anciens. Et il faut un plan grand âge qui soit intégré qui soit mis en place très très rapidement. Enfin, on peut pas. Moi, j'adore cet EHPAD bashing, mais quand on expliquait que dans les EHPAD, on avait il fallait un soignant ou un professionnel pour une personne âgée, on nous disait c'est n'importe quoi, ça coûte trop cher, etc. Ben oui, mais enfin, si on avait été là-dessus, on aurait eu moins, non pas de morts, ça je ne suis pas qualifié pour le dire, mais en tout cas de professionnels dans les EHPAD qu'on aurait bavé comme ils en ont bavé, et puis aussi de personnes âgées qui se sont trouvées isolées. Alors avant de passer à une dernière grande partie de cet entretien sur des horizons plus larges après la crise, mi-avril, le gouvernement a débloqué des aides exceptionnelles en faveur des plus démunis. Et d'ailleurs, hier, devant le Sénat, le Premier ministre a annoncé le versement d'une aide de 200 € pour 800 000 jeunes précaires ou modestes. Ces aides aux plus précaires vous semblent-elles suffisantes, Laurent Berger? Non, elles ne sont pas suffisantes. Mais il y a 3 mois, lorsqu'on demandait des aides aux plus en difficulté, ou un peu plus que ça, parce qu'avec le pacte du pouvoir de vivre, le collectif association qu'on a constitué, l'organisation syndicale, on le réclame depuis maintenant 1 an et demi. On ne le disait pas comme ça, mais ce qu'on sentait, c'était en gros, oui, mais nous, ce qu'on veut mettre en avant, c'est le travail, et donc du coup, pour les gens qui sont plus exclus. Donc, c'est pas suffisant, mais si on s'était pas bougé, si on n'avait pas fait une pétition, si on ne les avait pas harcelés d'une certaine manière, on les aurait pas. Donc, voilà, ça. Mais c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on réclame, c'est qu'il y ait d'abord une revalorisation des minima sociaux. On le dit depuis toujours, que ce soit alloué aux moins de 25 ans. Les jeunes vont morfler très fort pour une simple raison, hein, c'est pas de travail saisonnier dans beaucoup d'endroits, ou très peu, des sorties de scolarité, quelles qu'elles soient, où on pouvait penser qu'on allait trouver du travail parce que le marché du travail était assez dynamique quand même, et ça ne va pas être le cas, et des difficultés à trouver des contrats d'alternance à la rentrée. Et donc, j'ai peur que les jeunes morflent beaucoup. Et quand on est jeune, qu'on a moins de 25 ans, qu'on n'a pas de gamin, vous n'avez que dalle en termes d'aide. Vous avez un dispositif qui s'appelle la garantie jeune si vous n'avez pas de formation, et qui est un dispositif intéressant d'accompagnement, etc. Mais autrement, vous avez assez peu. Enfin, rien en termes d'aide. Donc, nous, on réclame qu'il y ait cette ouverture d'aide au plus des minima sociales de RSA au moins de 25 ans. Mais clairement, le choix qu'on va avoir à faire en sortant, et ce qui m'inquiète, je vais vous dire, c'est qu'on se préoccupe de ceux qui légitimement vont être inquiets parce que la situation va être dure, économique, etc. Et qu'on considère que les pauvres, les personnes qui sont en situation de pauvreté, qui sont les plus fragiles, on s'en occupera une fois qu'on aura fait redémarrer la machine économique. Ça ne marche pas comme ça. Ça peut marcher comme ça si on veut vivre dans une société totalement injuste, mais ça ne doit pas marcher comme ça. Et les 15 propositions que nous devons faire ce week-end au Premier ministre avec le pacte du pouvoir de vivre, c'est majoritairement porté vers ceux qui sont les plus en difficulté, qu'ils soient travailleurs ou pas travailleurs. Je crois que si on veut vraiment inverser le cours des choses grâce à cette crise, d'une certaine manière, il faut qu'on reconsidère que si on veut progresser tous ensemble dans la société, il faut commencer par s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté, c'est-à-dire ceux qui sont en situation de pauvreté, qui sont relégués, etc., etc. Alors, Laurent Berger, il y a quand même un grand idéal, notamment d'ailleurs dans l'histoire du mouvement syndical, qui est l'idéal du travail comme facteur d'émancipation. Cette crise a quand même mis au jour la situation de certaines professions, les caissiers, les reapers, toutes les petites mains qui ont assuré le maintien du pays. Vous en parliez en début d'entretien, qu'ils sont en première ou en seconde ligne. Est-ce que le travail est toujours un facteur d'émancipation dans notre société? Oui,
pour beaucoup, pas pour tout le monde. Il est encore un facteur d'émancipation. Il est encore un facteur de lien social. Moi, j'étais hier, comme employeur à la Confédération, en train de discuter avec des salariés par visio qui ont envie de revenir pour avoir du lien. Bon, il faut dire qu'on est confiné, mais c'est toujours un facteur d'émancipation et c'est un rôle important. Est-ce qu'on doit travailler demain de la même manière qu'on travaillait hier? Non. Est-ce qu'on doit pouvoir organiser ses temps différemment? Oui. Est-ce que ce qu'on est en train de traverser là doit nous faire réfléchir à l'organisation du travail? Évidemment. Et c'est ce qu'on porte comme vision. Nous, on pense qu'on a une opportunité de relancer ce qu'on a appelé la banque des temps, c'est-à-dire ce compte épargne-temps universel qu'on pourrait, autour d'une carrière, saisir à 2 ou 3 reprises pour pour vivre un projet personnel, un projet familial, mais aussi un projet militant, associatif, pour prendre le temps pour soi, pour voyager, etc. Donc, le risque, je vais vous dire, c'est que les mois qui viennent soient consacrés à la question économique et de l'emploi. Et on ne pourra pas s'en désintéresser, parce qu'évidemment que le travail, c'est aussi une source de revenus et que cette question-là sera posée. Mais le grand risque, c'est que syndicalement, comme dans le débat public, la question du travail soit occultée. Et donc, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le travail est un truc à rejeter. J'étais conseiller en insertion professionnelle. J'ai trop vu ce que ça faisait sur des gens qui en étaient privés. Et donc, je pense qu'il faut repenser le travail. Il faut rediscuter du travail. Vous avez accueilli Dominique Méda il y a quelques temps. Je pense qu'elle a des pistes aussi. On partage des pistes avec Dominique sur le sujet. Mais ça voudra dire qu'il faut repartager le pouvoir. Repartager le pouvoir dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut remettre la question du travail à la bonne hauteur dans les choix qui sont faits dans une entreprise. Et moi, je crois qu'un des enjeux qui va être posé demain, c'est est-ce que ceux qui nous gouvernent d'un niveau de la société, mais ceux qui aussi ont le pouvoir dans l'entreprise, c'est-à-dire souvent les détenteurs du capital, on va les contraindre ou pas à partager le pouvoir. Et partager le pouvoir, je le dis avec votre question compromission, c'est partager les responsabilités. C'est aussi partager les responsabilités. Parce que c'est plus facile de dénoncer que d'assumer une part de responsabilité. Moi, je souhaite que demain, les travailleurs assument une part de responsabilité dans les entreprises et qu'il y ait une forme de codétermination qui se construise, et tout simplement parce que le travail doit être à égalité comme partie constituante de l'entreprise avec le capital. Et ça, c'est un des enjeux qu'on va avoir demain, mais je vous le dis, le risque, c'est que demain, on abandonne cet idéal d'un travail moins intensif, plus épanouissant, moins précaire aussi, parce que ça joue, moins dangereux dans certaines professions, et puis sans doute mieux réparti avec le temps de la vie personnelle. Et la réduction du temps de travail est toujours pour nous une forme d'idéal. Je ne crois pas que ça se mesure à la semaine. La mesure à la semaine a été assez destructrice pour certains, mais sur toute une carrière, je crois qu'il faut qu'on envisage de voir notre travail différemment. Mais je me méfie de certains qui disent mais peut-être il faut passer de cette société du travail. Non, on peut être un travailleur épanoui à une seule condition, c'est qu'on soit un peu écouté, un peu considéré. Enfin, quand je dis un peu, c'est beaucoup écouté, beaucoup considéré. Mais justement, c'est dans la question du temps de travail, il y a une question qui a surgi dans le débat public à l'aune de cette crise, c'est la question du télétravail. Parce que le télétravail, justement, est souhaité par certaines entreprises qui veulent dégager des marges de productivité et souhaité aussi par certains salariés qui veulent pouvoir aménager leur temps personnel comme ils le veulent. L'enquête de la CFDT montre d'ailleurs qu'en majorité, le télétravail a été plutôt apprécié, en tout cas qu'il s'est plutôt bien passé pour les salariés. Est-ce qu'on ne va pas assister à la sortie de la crise à un changement de paradigme, à une généralisation du télétravail pour certaines entreprises? Et justement, vous qui mettiez en avant le travail comme créateur de liens sociaux, est-ce que ça ne risque pas de mettre en danger cette création de liens sociaux? L'idéal d'un télétravail permanent n'est pas le mien. Je ne crois pas à ça. Je crois au lien social. Vous savez, il se passe des choses dans des couloirs, dans des vestiaires, dans des cantines, il se passe des choses dans les transports aussi d'ailleurs. Donc, même si des fois c'est éprouvant. Mais le télétravail, oui, va nous faire repenser. J'espère que ça permettra de le développer un peu plus pour ceux qui en ont besoin, qui en ont envie, mais que ce ne soit pas une contrainte. Parce que le télétravail, je crains que certaines entreprises aient commencé à réfléchir qu'à partir du télétravail, ils pouvaient se dire peut-être qu'on peut télétravailler
y compris en dehors des frontières européennes ou nationales, pour optimiser des coûts. Mais il y a une aspiration des salariés au télétravail, en tout cas d'une certaine part d'entre eux. Et du coup, ça nécessitera qu'on définisse bien les règles, parce que le télétravail, c'est avoir une chaise sur laquelle on travaille qui n'est pas franchement une chaise de bureau adaptée. C'est d'avoir pas toujours les bons outils, les bonnes connexions. C'est aussi faire pénétrer chez soi son travail. Et donc, il y a des risques aussi psychosociaux à cet égard. Nous, on est en train de travailler sur la prise en compte à la sortie de cette période-là des risques psychosociaux des travailleurs. Et puis en ce moment, le télétravail, c'était aussi essayer de faire suivre quelques enseignements à distance pour des enfants. C'est jongler entre… Là, c'est du flex-office permanent, hein, entre différentes pièces parfois. Et puis, il y a ceux qui ont des conditions de logement si difficiles que télétravailler, c'est compliqué. Donc, mais en tout cas, on a des choses à inventer là-dessus parce qu'on voit bien qu'il y a une aspiration des salariés. J'ai une question avant qu'on passe aux questions du public. C'est que vous souhaitez changer le mode de gouvernance de l'entreprise. En tout cas, vous souhaitez que les salariés aient une part plus importante. Mais pourtant, il y a un chiffre paradoxal. C'est le taux de syndicalisation en France qui est parmi les plus faibles de celui des pays de l'OCDE, entre 10 et 15%, tous secteurs confondus, contre plus de 50% dans les pays du nord de l'Europe, en Belgique par exemple. Pourquoi de si faibles taux de syndicalisation selon vous, et comment y remédier? Parce que d'abord, par rapport à l'Europe, je connais bien, comme président de la CES, il y a des endroits où, d'abord, il y a des raisons historiques. Il y a une division syndicale française qui est mortifère et on n'arrive pas à la résoudre. Et puis, dans certains pays, c'est parce que vous êtes adhérent à une organisation syndicale pour bénéficier des amortisseurs sociaux, ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais au-delà de ça, le syndicalisme, il a à s'interroger sur son utilité aux travailleurs. Et moi, je crois que cette période, je vais vous dire, ce matin, on avait une réunion avec des collègues et on se disait, cette période, elle aura eu un point positif. C'est qu'on aura dépassé parfois nos façons de faire un peu trop, comment dire, engoncées, enfermées, pour s'adresser aussi bien à l'adhérent qu'aux salariés, etc. Donc, on a à démontrer qu'on peut être utile. Et être utile, c'est être à côté, c'est avec. C'est pas être loin, faire des grandes déclarations nationales. Donc, c'est cet enjeu de proximité qui est reposé encore plus. Et la proximité, on l'a expérimenté là. On a eu plus de 1,5 million de vues, ou je ne sais plus combien, de notre site. On a eu des questions qui ont été posées à laquelle on a répondu une par une. On est capable d'être proche sous différentes façons. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans les territoires pour aller voir les salariés et leur dire « vous avez une place à prendre dans l'entreprise ». Après, certains peuvent le faire sans avoir recours aux organisations syndicales. Je regrette, mais c'est comme ça. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas public encore, mais les chiffres d'adhésion sur l'année écoulée pour la CFDT, ils sont en progression. Donc, ce n'est pas une chute. Et la CES, pour la première fois depuis maintenant plusieurs années, la Confédération européenne des syndicats a plus d'adhérents, tout confondu, toutes les organisations syndicales européennes confondues, que les dernières années. On repart à la hausse. Alors, Laurent Berger, je vais prendre une première question du live. C'est une question d'Emmanuel Graff qui vous dit « En pleine période de progression du souverainisme économique, on a constaté qu'une partie des entreprises en France fabriquant des produits dits stratégiques sont entre des mains non françaises, et souvent avec des logiques purement financières et de pompage du savoir-faire local, donc ingérable par l'État, qui ne peut rien de plus que faire pression sur elles. Et la question, comment sortir de ce non-sens, notamment quand elles ferment ou veulent fermer, ce qui a été le cas fréquemment et mis à jour depuis mars notamment? Je crois qu'il faut recréer, mais c'est pas ça, c'est pas une réponse simplement nationale. Moi, je crois pas. Je sais que la notion de souverainisme revient au goût du jour. Moi, je préfère qu'au niveau européen, on soit beaucoup moins naïf avec un certain nombre d'entreprises et de comportements d'entreprises. Mais clairement, les règles qui sont fixées, c'est un processus démocratique. Il faut refixer des règles beaucoup plus contraignantes pour un certain nombre d'entreprises lorsque elles viennent s'implanter en France, ou elles viennent capturer, entre guillemets, un certain nombre d'entreprises avec des capitaux. Et c'est un risque qui va se poser dans beaucoup d'entreprises dans les semaines à venir.
les fonds propres, les capacités, les cours de bourse s'étant effondrés, etc., on va avoir un risque de prédation extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau européen et national, mais d'abord européen, on fixe des règles très très claires sur les acquisitions d'entreprises. Et ensuite, une fois qu'elles sont là, il faut, une fois qu'il y a, parce que c'est la réalité, hein, moi je vais pas appeler à fermer ou à virer tous les patrons d'entreprises qui viennent avec des capitaux étrangers ou particulièrement anglo-saxons, parce que je vais avoir un paquet de salariés sur le dos pour leur dire t'es un peu dingo. Mais une fois qu'elles sont là, il faut leur imposer un certain nombre de règles et les mettre sous contrôle. Moi, je crois que la notion de contrôle démocratique et contrôle public du fonctionnement de l'économie, elle se repose. Et c'est pas un gros mot. Mais de là à dire des règles extrêmement strictes, il n'y a pas le droit de ci, de ça. Notamment, je sais qu'il y a un vieux débat, si vous bénéficiez d'aide publique, est-ce que vous pouvez avoir des processus de plans sociaux? Cette question-là est à prendre avec beaucoup de précautions. Elle va revenir, mais c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Parce que pour nombre d'entreprises, la situation va se poser. Et si on coupe un certain nombre d'aides publiques à certaines entreprises, on va avoir un sacré dégât humain. Une question très courte d'Emmanuel Isselin. Que pensez-vous du revenu de base? Écoutez, je crois que ça va être le bon moment pour le reposer. Mais pour le reposer dans une vision du progrès social et pas une vision libérale. Pour tout vous dire, j'ai échangé avec quelques présidents, dont un qui est tout près de chez vous, des conseils départementaux, on dit, qui sont en train qui voulaient l'expérimenter, auxquels on a coupé l'herbe sous le pied. Donc, notamment Mathieu Klein. Je crois que c'est une idée à poursuivre. Mais je crois que c'est une idée à poursuivre avec deux exigences. La première, c'est qu'on ne considère pas, quand on a donné un revenu de base à quelqu'un, qu'on est solde de tout compte à son égard. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne doit pas servir pour dire certains on leur donne un revenu de base et maintenant, vous n'allez plus nous emmerder sur un certain nombre d'exigences que vous pouvez avoir à l'égard de la puissance publique en termes d'accompagnement, d'aide, etc. La deuxième exigence, c'est que ce n'est pas un supplétif au travail. Ce n'est pas pour remplacer le travail. Parce qu'autrement, un certain nombre de gens qui écoutent, dont moi, vont continuer de travailler en expliquant que ce serait bien que le revenu de base, c'est parfait pour les gens, pour pas qu'ils soient obligés de travailler. Mais comme le travail, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même émancipateur pour un certain nombre d'entre nous, il y aura ceux qui pourront s'y épanouir, les autres qui auront revenu de base. Et puis comme on ne travaillera pas sur la revalorisation des métiers, pour compléter leur revenu de base, ils iront faire des métiers sous-qualifiés, sous-payés, sous-reconnus, etc. Donc, il faut que ce soit articulé avec le travail pour ceux qui le souhaitent, ceux qui le peuvent et ceux qui ne le peuvent pas et qui le souhaitent, qu'on les accompagne à le faire. Mais c'est un bon moment pour le reposer et pour tordre le cou au revenu universel que prônent certains libéraux dans une logique qui n'a rien de progrès social. On a aussi une question de Pascal Didier qui dit que vous avez signé en avril un appel avec 180 personnalités européennes pour que l'Union européenne développe un modèle de prospérité nouveau et en demandant que le Covid-19 ne chasse pas la crise climatique, mais au contraire que ces deux batailles ne sont pas opposées. Pourtant, certains demandent, dit-il, à ce qu'il y ait moins de normes environnementales dans l'après-crise. Et il finit avec une question auquel vous tenterez de répondre comme vous pouvez. Pensez-vous que le monde d'après sera plus vertueux que le monde d'avant? Je pense que le gros dégât collatéral qu'il peut y avoir à cette crise, c'est l'écologie. Que pour un réflexe de relance économique, on considère que le sujet n'est pas prioritaire. Et moi, je me bats, y compris au niveau européen, encore cette semaine dans un rendez-vous qu'on va avoir, pour que le Green Deal soit non seulement mis en place au niveau européen, mais même amplifié. Cette relance européenne, d'une certaine manière, parce que c'est le terme qu'a employé, mais par la transition écologique. C'est pas, on l'a vu, un certain nombre d'organisations patronales ont écrit au niveau national pour dire il faudrait un peu moins de normes, etc. Non, enfin, ce serait quand même complètement con, excusez-moi le terme, de vouloir avoir privilégié la vie au moment de cette crise du Covid-19 et puis de ne pas considérer que la vie,
elle est mise en danger aujourd'hui par un modèle ultra-productiviste qui détruit une partie de la biodiversité et qui participe au réchauffement climatique. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, la crise du Covid, elle a au moins eu pour l'allergique que je suis une vraie vertu en termes de pollution pour circuler dans les rues de Paris. C'est dommage qu'on n'ait pas plus l'autorisation de le faire parce que c'est vachement plus agréable que précédemment. Donc il y a un enjeu climatique, un enjeu écologique qui est fondamental. Et il faudra pas. Et demain, il y a une initiative qui sort de Nicolas Hulot notamment, voilà, pour imaginer les choses différemment. Il ne faut pas qu'on lâche. Et moi, je suis décidé à ce qu'on ne lâche pas. Ça ne va pas être simple parce que dans un certain nombre d'entreprises, on va dire qu'il faut relancer pour qu'il y ait de l'emploi. Et on leur dira non, il faut relancer, mais de façon vertueuse écologiquement. Et après, est-ce que le monde d'après, il sera meilleur, vous pensez, que celui d'avant? Moi, je suis un syndicaliste. Je suis un pauvre syndicaliste. Et si je ne crois pas qu'on peut faire bouger les choses, je rentre chez moi. Je ne dis pas que ce serait désagréable, mais ce n'est pas ce que j'ai décidé de faire. Et il y a plein de gens, plein de militants dans le mouvement associatif et ailleurs qui ont décidé d'essayer de réfléchir à autre chose. C'est votre cas. Et moi, je crois beaucoup à ça, beaucoup à ce type d'initiative et beaucoup de gens qui font vivre des solidarités, qui font vivre des initiatives. Je ne crois pas que le monde d'après, il faut l'attendre de gens qui nous gouvernent seulement. Il faudra des choix politiques. Mais je crois que le monde d'après, il faut que chacun y participe en menant ses actions de solidarité, ses actions d'un autre modèle de développement au plus près des territoires, au plus près des réalités entreprises. Ouais, j'y crois. Peut-être que j'y croirai jusqu'au bout en n'arrivant jamais à le voir, mais je crois quand même qu'on a une opportunité d'aller un peu plus vite dans ce monde pour construire ce monde d'après. Juste si on revient à ce que vous disiez sur la relance avec le Green Deal, comment on va pouvoir expliquer à des États qui vont avoir fait exploser leur dette publique et à des entreprises dont certaines seront au bord de la faillite, qui va préférer faire une relance verte qui va être nécessairement plus coûteuse parce que reconversion professionnelle, parce que changement de site, etc., face à une relance brune, carbonée, fossile, quand on voit aujourd'hui le prix du baril de WTI. Comment ça va être audible pour ces gens-là? D'abord, il y a une gestion des dettes qu'il faut intégrer. Les dettes, il y a une grande chance dans cette crise. C'est qu'à peu près tous les pays européens ont généré de la dette pour faire face à des niveaux différents, mais tous en ont généré. Et on se tire la bourre entre nous et on se fout sur la gueule pour exiger des règles de réduction du déficit public avec les dettes créées par le Covid. On serait complètement dingue. Ces dettes-là, il faut les mutualiser, c'est ce qu'on porte, mais il faut aussi les rendre très très longues, voire perpétuelles. Le deuxième élément, c'est il y a une réponse macro et une réponse micro. La réponse macro, c'est moi je crois que le premier acte à faire, si on voulait avoir un vrai choix politique, c'est de dire, écoutez, on vient de réfléchir un peu à ce qu'on est, à notre vulnérabilité, mais aussi au sens d'un certain nombre d'éléments, et demain on décide que les indicateurs de progrès, ça ne soit pas le taux de croissance. Que les indicateurs de progrès, il n'y a pas besoin de les inventer, ils existent. Ce soit la question du niveau de la santé, du niveau de l'éducation, du respect de la biodiversité, de la qualité du travail, etc. On décide que ce soit ça. Et que pour le coup, eh bien, c'est autour de ça qu'on construit nos politiques. Ça, c'est des vrais choix politiques. Ça voudra dire que peut-être il faudra réorienter durablement un certain nombre d'activités. Je prends un exemple. Si on s'engageait résolument dans un investissement massif dans la rénovation thermique des logements, demain, encore plus qu'hier, on aurait un triple bénéfice écologique, social, avec la création d'emplois localisés, et sociétal, avec les gens qui vivent dans les passoires énergétiques, qui sont souvent les personnes les plus en situation de pauvreté. Ça, ce n'est pas très compliqué à faire. C'est même assez simple à faire. Donc, il faudra imposer ce type de choix, enfin, il faudra essayer d'imposer ce type de choix. L'autre élément, c'est moi, je crois à la puissance des citoyens. Je crois que si demain, on décide de réfléchir autrement, d'avoir d'autres exigences à l'égard d'un certain nombre de biens de consommation, de certain nombre, ça serait quand même… voilà. Si demain, on décide, je vais vous dire… on peut influer les choix. C'est-à-dire chacun d'entre nous peut influer les choix. Si demain, on décide de plutôt faire les 2 km, y compris à pied,
ou en vélo qui nous sépare de la librairie qui n'est pas trop loin de chez nous, plutôt que de faire confiance à Amazon pour nous amener des bouquins, on commence à faire des choix différents. Et c'est vrai dans beaucoup d'éléments de la vie. Et moi, je ne suis pas un vertueux, je ne suis pas en train de vous dire que je suis un moine. J'en suis pas un, et certains peuvent en témoigner. Mais ceci étant, si on commence à réfléchir autrement à ce que nous aura enseigné cette crise, y compris, je le dis, ça va peut-être, et ça c'est mon point de vue à moi, pas forcément celui de la CVT, en termes de frugalité et d'orientation autre de sa consommation, peut-être qu'on commence à pouvoir peser sur des gens qui vont vouloir nous vendre du brin, comme vous dites. Et le brin, je vous assure que ça ne peut pas être simplement que l'économie. Malheureusement, le brin, ça peut aussi être politique. Et c'est de ça dont il s'agit dans la capacité à relancer différemment les choses demain par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Je vais prendre deux dernières questions du live avant de vous libérer, Laurent Berger. Une première de Géraldine Hébert. Je souhaiterais revenir, vous dit-elle, sur vos propos en réponse à ceux du président du MEDEF. Sans doute a-t-il parlé un peu tôt, mais mérite-t-il un procès en indécence pour avoir formulé qu'une fois le confinement achevé, il faudrait travailler un peu plus ? Elle rajoute « L'épidémie risque d'appauvrir le pays durablement en le laissant se faire distancer par des concurrents plus agiles. Les cadres privilégiés pourraient montrer l'exemple en abandonnant des jours de congé. En quoi serait-ce indécent ?» Non, mais le mot indécence, c'est quand vous êtes face à une réaction médiatique, vous n'avez pas forcément le vocabulaire qui vous vient le plus. C'était en tout cas inadapté pour le moins. Mais ce qui va être posé comme question, je répondrai à deux niveaux. D'abord, ce qui va être posé comme question demain, c'est la capacité à travailler plus tous. Ce que je veux dire, ce n'est pas travailler plus chacun, c'est que tous travaillent et travaillent mieux en termes de qualité du travail. Et franchement, j'ai pas tellement envie d'une société où certains vont travailler 60 heures, enfin j'exagère un peu, mais 40 heures par semaine parce qu'il y aura besoin d'un effort, quand d'autres ne vont pas avoir accès à l'emploi. Donc ça, c'est cette conception qu'on a et qu'on porte. Ceci étant, est-ce que demain, ça veut dire qu'il n'y aura pas des endroits où il y aura des compromis à faire dans les entreprises de façon y compris passager parce qu'il y aura un impératif? Ça se construit. Ça se construit dans les entreprises. Il n'y a pas besoin d'une grande loi qui viendrait nous dire qu'il faudrait travailler 37 heures pendant les 2 années qui viennent parce qu'il y aura des compromis qui se construiront comme ça. Et d'ailleurs, signés par toutes les organisations syndicales dans les entreprises. Il y en a des compromis de ce type. S'ils sont justifiés, s'il y a du retour sur investissement, entre guillemets, pour les salariés, si c'est construit intelligemment en termes de compromis. Donc l'idée, ce n'est pas qu'il n'y aura pas d'effort à faire. Il faudrait être complètement idiot pour dire que demain, on va pouvoir rester chez soi tranquille et puis qu'il y aura, bien sûr, enfin l'effort, ça ne peut pas être la sueur et des larmes, ça peut peut-être être de voir les choses un peu différemment. Et puis, il faut que ce soit partagé. Donc, c'est les joies, même si j'essaye de ne pas m'y prêter trop, c'est les joies après de la réaction. Moi, j'avais trouvé son interview, je vais vous dire, plutôt bonne sur la reprise d'activité, sur la nécessité de dialogue social, de respect de la santé des salariés. Et puis, cette idée sur augmenter massivement, massivement et surtout unilatéralement et surtout sans prendre en compte les situations différentes, le temps de travail ne me paraît pas du tout adapté dans la période qui va s'ouvrir. Je vais prendre enfin une dernière question. Je suis désolé, il y en a beaucoup. On ne va pas pouvoir répondre à toutes. Une question de Sandrine Gisèle Schmitt qui vous dit « La politique de santé publique ne se résume pas à l'offre de soins, la gestion des hôpitaux. C'est aussi la prévention, la recherche, des moyens. La CFDT compte-t-elle intervenir pour remettre les choses à plat ?» Oui, c'est d'ailleurs, on a commencé à travailler sur les besoins en termes de recherche avec nos fédérations concernées. Mais effectivement, l'hôpital public, c'est pas juste je vais aux urgences où je vais me faire opérer et je repars. C'est souvent de la formation, c'est aussi de la recherche. Et donc, c'est tout ça dont on a besoin. Moi, je crois que demain, la solution, elle est une solution où on investit sur le progrès humain. Le progrès humain, ça nécessite de la recherche, ça nécessite de l'innovation. Et il faudra aussi qu'en termes de besoins publics, on puisse aller reconnaître ça. Vous savez, on a beaucoup moqué à un moment donné la société du care. Bon, moi, j'aime pas trop les mots anglais parce que je les maîtrise pas tellement. Mais cette société de s'occuper les uns les autres. Si on a compris qu'enfin, on pouvait avoir beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus d'investissement dans l'humain,
dans les années à venir, ce sera une bonne chose. Dedans, il y a la question de la recherche. Il y a la question, mais pas que de la recherche, vous savez, en sciences telles qu'on l'entend. Moi, j'avais proposé, dès le début du confinement, que le comité sanitaire, d'experts, le comité scientifique, évidemment, est extrêmement utile, mais qu'il y a aussi un comité d'experts en sciences sociales qui soit mis en place pour regarder ce que cette période va nous faire traverser. Ça n'a pas été accepté. Encore un truc un peu compliqué, un peu intello, etc. Non, c'est pas vrai. C'est absolument nécessaire qu'y compris en termes de sciences humaines, on investisse beaucoup plus demain. Et là, on aurait eu un terrain d'expérimentation et d'observation et aussi de préconisation pour que les semaines et les mois à venir soient moins difficiles de la part d'experts en sciences sociales. Et donc, on a besoin de ça, on a besoin de sciences humaines, on a besoin de recherche, et ça fait partie des projets d'avenir sur lesquels travaille la CFDT. On le dit depuis longtemps quand même, mais là, ça va se reposer avec beaucoup plus d'acuité. Merci beaucoup. Une dernière chose, ce n'est pas une question, mais c'est une remarque de Jean-Louis Malice, notre ami commun, qui vous dit qu'il n'a que 64 ans, que vous le rattraperez bientôt, Laurent, et qu'il a plus de cheveux que vous. J'espère que cet échange de moquerie ne nous empêchera pas de nous voir bientôt à Thionville, peut-être. Ouais, avec plaisir. Non, plaisir. J'aime beaucoup ce qu'on appelait la Lorraine. Je ne sais pas si on l'appelle comme ça encore. J'aime beaucoup. C'est une terre CFDT, puis c'est vraiment une terre où se mélange le faire et le réfléchir. Et je pense qu'on a besoin des deux en même temps. Et vous y contribuez. Merci de l'invitation. Je suis désolé, j'ai un autre rendez-vous, mais merci beaucoup. Juste le temps de remercier Luc Martinet et Élise Roy de la CFDT, de remercier Corentin Pribilski et Cyrielle Betteny pour la gestion technique et la modération du live, de nous dire à jeudi 18h30 avec Antonio Fischetti, journaliste scientifique à Charlie Hebdo, et dimanche avec Thierry Paco, philosophe spécialiste d'urbanisme et des questions d'utopie. Bonne soirée à tous, faites attention à vous, respectez les consignes sanitaires. Bonne soirée et encore merci Laurent Berger. Merci, au revoir. Au revoir.